Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance régulière du mois de mai. Je vous rappelle que nos séances sont enregistrées. L'enregistrement est démarré. Il y a un projet d'ordre du jour qui était disponible à l'entrée. J'ai pris copie. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous a été soumis. Il n'y a pas de rejour variable. Quelqu'un a fait la proposition, M. Daniel Hull, appuyé par M. Jacques Bruno. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. On a, au point A, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2026, qui était disponible. Si vous en avez pris connaissance, il était conforme. Je demandais une proposition pour l'adoption du procès-verbal. M. Hugo-Pierre Bellemare, appuyé par M. Alain Bouffard, d'accord pour la dispense de la lecture? Si. Au point 4, la gestion du personnel. M. Chandon? Oui. Bon, au point 4, il y avait une lettre d'entente pour employé numéro 70-2008. Dans le fond, on avait parlé le dernier mois aussi. C'est la lettre d'entente pour le 6 mois de probation. Je pense que vous n'avez pas le jour. Oui. C'était en fait l'embauche d'une chargée de projet en aménagement. Non, tu as raison. Je pouvais le. Désolé. Ben, vas-y, Patrick. Oui, embauche d'une chargée de projet en aménagement. Bénéficie nous de l'aide financière du ministère des Affaires municipales pour nous accompagner dans la révision du schéma d'aménagement. Donc, en ce sens, on a procédé à notre de poste et on embauche Mme Mylène Vallée. Son nom de famille m'échappait, Mylène Vallée. Donc, bien heureux de l'accueillir parmi nous, résidente de Sainte-Anne-de-Ferrade en plus de la MRC. Donc, on est bien heureux de l'accueillir. Voilà. Au point B, l'adoption. Oui, quand même, oui, c'est dans effectivement une proposition. Donc, M. Sébastien Marchand, appuyé M. Gérard Bruno. Au point B, l'adoption de la convention collective 2026-2030 du personnel syndiqué de la MRC des Chenaux. J'ai mis le bon document. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, effectivement, on en a parlé la dernière fois. On est à signer la convention collective qui devrait être signée le 22 mai. Vendredi, c'est ça. cette semaine. Donc, une convention collective avec les employés syndiqués de la MRC des Chenaux qui va aller jusqu'en 2030, donc pour 5 ans. Fait que ça a bien été dans la négociation. Puis, donc, M. le préfet va signer ça vendredi matin, 8h30. Voilà. Donc, voilà. C'est une bonne nouvelle parce que ça vient attacher finalement les conditions du personnel pour les 5 prochaines années. Là-dessus, une bonne chose de régler d'une certaine façon. Donc, M. Christian Gendron a fait la proposition appuyée par Mme France Bédard. L'autre, c'est conditions de travail pour les personnels cadres. Ben, c'est des conditions de travail côté salarial qui a été une entente aussi, là. Même chose, qui vont avoir les mêmes conditions que le personnel syndiqué là, pour le côté salarial. Les indexations sont les mêmes que pour le personnel. Sont les mêmes que le personnel syndiqué, voilà. Encore une fois, on vient de canner ce dossier-là pour les 5 prochaines années. Ça prend aussi une résolution pour accepter. On fait la proposition. Daniel Hull, appuyé par M. Alain Bouffard. Désolé, ça va vite de ce côté-là. Au point D, donc l'adoption de la politique des conditions de travail du personnel cadre de la municipalité, de la MRC des Chenaux. Dans le fond, tout simplement, c'est que les employés syndiqués ont leur convention collective, mais les employés cadres ont une politique là, un peu équivalente. Donc, on vient tout simplement intégrer les conditions de travail qui ont été votées au point 4C dans la nouvelle politique des cadres. Donc, c'est simplement pour venir adopter ça, pour que ce soit. C'est le document administratif qui vient supporter les décisions qui sont prises. Exactement. Quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. Jean-Pierre le propose, appuyé par M. Luc Dostalaire. Au point 5, les finances matérielles, équipements et bâtisses. Au point A, la liste des chèques émis et autres sommes déboursées. Est-ce que vous aviez des questions là-dessus? Oui. Sinon, une proposition pour l'adoption de cette liste-là. J'en fais la proposition. M. Daniel Hull, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Au point B, l'adoption de l'addenda numéro 2 au protocole d'entente avec la Fondation Lucie et André Chagnon. En fait, c'est une aide financière additionnelle que la Fondation Lucie et André Chagnon offre au niveau de la MRC des Chenaux pour les 3. En fait, c'est une offre globale de 126 701 qui s'est répartie sur les 3 prochaines années qui vient bonifier. Alors, je pense que c'est pas illégal de refuser de l'argent, mais c'est immoral, surtout quand ça vient aider les gens pour le développement du plein potentiel de nos jeunes.
Fait que si vous voulez, M. Gérard Bruno en fait la proposition, appuyé par M. Sébastien Marchand. Au point C, l'adoption de la Convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au développement collectif 2025-2027. Ce n'est pas une erreur. On est en 2026, mais la Convention, c'est 2025-2027. Donc, c'est une aide financière de 421 896 pour les années 2025, 26 et 27. Donc, on divise ce montant-là par 3. Ce n'est pas 421 000 par année là, pour le transport. Et encore une fois, je pense qu'on doit adopter cette aide-là. Le service de transport est très utilisé par notre population vulnérable, qu'on utilise beaucoup. Quelqu'un fait la proposition? M. Jean-Pierre Bordelot, appuyé par M. Christian Gendron. Au point D, l'adoption du rapport financier 2025 de la MRC des Chenaux. En fait, le rapport financier a été présenté la semaine dernière par la firme de la Société de comptables professionnels MPA, qui était représentée par M. Robert Arbeau, qui a déposé le rapport financier avant la tenue de la séance, donc la semaine passée. Dans les résultats, présente un surplus de 221 459 pour l'exercice après des ajustements des fins de conciliation fiscale. Puis essentiellement, c'est du personnel qui n'avait pas été nécessairement remplacé, des personnels qui étaient soit en arrêt de travail, qui n'avaient pas été remplacés pendant des courtes périodes, qui vient expliquer en grande partie ce surplus-là. Fait que ça prend quand même une résolution pour accepter le rapport financier. Donc, M. Alain Bouffard, appuyé par Mme France Bédard. Au point E, le rapport budgétaire comparé et état de la situation au 30 avril qui est déposé à votre connaissance. Donc, je pense que tout va bien. Il n'y a pas d'éléments de surprise à l'intérieur du budget. Ça prend quand même une résolution. C'est plus un dépôt en tant que tel. Simplement, comme vous l'avez dit, on respecte le budget presque à la lettre. Déjà en 4 mois d'opération. Pas de mauvaise surprise. Non, effectivement. On souhaite continuer. Voilà. Au point F du Comité Enfance, Jeunesse, Famille des Chenaux, c'est une demande afin que la MRC des Chenaux agisse comme fiduciaire pour le projet Déconnecter pour mieux connecter. Donc, on a été désigné en 2019, la MRC des Chenaux a été désignée comme fiduciaire de la Fondation Lucie André Chagnon pour la gestion financière du Comité Enfance, Jeunesse, Famille dans la MRC des Chenaux, qui regroupe plein d'organismes communautaires. Le projet va viser à offrir des actions diversifiées et complémentaires pour soutenir les jeunes et leurs familles dans l'adoption d'un équilibre plus sain entre l'utilisation des écrans et l'approche par la nature. On sait que les écrans, souvent, c'est un fléau chez les jeunes. Le projet va viser à aider les jeunes et les familles dans l'adoption d'un équilibre plus sain. Puis on dit que ça va viser également à soutenir concrètement les intervenants pour les outiller dans les interventions auprès des jeunes et des familles en lien avec l'enjeu des écrans puis l'approche par la famille. Donc, par la résolution, on acceptait de se proposer comme fiduciaire pour d'un projet qui s'appelle Déconnecter pour mieux connecter dans le cadre de la demande de soutien financier volet 1 de l'entente sectorielle en soutien à la démarche mauricienne de développement du plein potentiel des jeunes. C'est une somme de quand même 43 000 qui va être consacrée à ce projet-là. Voilà. M. Luc Gastarin a fait la proposition, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Vous êtes d'accord de mandater M. Barry à signer ces documents là-dessus? Merveilleux. Encore au comité Enfance, Jeunesse, Famille, c'est une demande pour que la MRC des Chenaux agisse aussi comme fiduciaire pour un projet qui s'appelle Par et pour les jeunes. Donc, le projet permettrait à des adolescents de travailler en comité pour d'organiser, donc toute leur animation, participation aux achats, une sortie de 3 jours en nature, le tout supervisé par des autorités compétentes. Donc, voilà, on a pu prendre connaissance de ce projet-là et on acceptait d'être fiduciaire, donc on sert de boîte à mal pour la réalisation de ce projet-là. C'est toujours une demande financière auprès de l'entente sectorielle de la démarche mauricienne pour le développement du plein potentiel, mais c'est une somme de 10 000 c'est quand même. Oui. M. Gérard Bruno a fait la proposition, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Au point H, circuit des murales, c'est l'octroi du contrat pour la réalisation d'une murale qui est située à Saint-Stanislas. Il y a eu en fait quelques appels de propositions qui ont dû être faites pour le mur. En fait, c'est le bureau municipal finalement, qui est là dans l'ancienne caisse populaire, qui va recevoir une murale. On sait que c'est un montant de 15 000 qui est versé par le ministère de la Culture
pour la réalisation de ces murales-là. Il y en a déjà dans plusieurs municipalités, mais entre autres, Saint-Stanislas a levé la main cette année. Ce serait réalisé par le collectif TYXNA. C'est une somme de 15 000 $. Les taxes applicables sont incluses à ce montant-là. Il y a un beau projet de mural, ça va être très intéressant en tout cas. Je ne sais pas si M. Bordelot veut dire un petit peu là-dessus. Oui, mais on a pu avoir 8 nouvelles candidatures, je pense, de par le comité. Et le comité qui devait nécessairement passer par la MRC au départ a retenu 2 ou 3 projets. Et on a soumis ça aux membres du conseil. Et on a choisi une des propositions, mais avec une médiation culturelle. C'est-à-dire qu'on va rencontrer les artistes avant qu'ils se mettent à l'œuvre pour apporter des petites modifications qu'on a vues dans leur projet. Mais on pense que ça va être vraiment très, très, très beau. À suivre cet été. Voilà. Donc, quelqu'un a fait la proposition, M. Hugo-Pierre Bellemare, appuyé par Mme France Bédard. En aménagement et développement du territoire, la conformité aux règlements municipaux, il y en a plusieurs. Donc, avec Sébastien qui est là, on va pouvoir répondre. Le premier, donc, c'est de la municipalité de Champlain, c'est le règlement numéro 2026-02 qui est relatif à l'entretien et l'occupation des bâtiments. Je rappelle que c'est une obligation de toutes les municipalités d'adopter un règlement comme celui-là qui permet d'empêcher la décrépitude, s'assurer que les logements sont toujours sécuritaires, fait que ça donne les outils techniques pour que les municipalités puissent interpeller les propriétaires à effectuer des travaux pour empêcher la décrépitude, compléter certains travaux là, relatifs à l'occupation des bâtiments. Donc, on en a dans plusieurs municipalités, dont la première, c'est Champlain. Fait que ça prend une proposition pour celle-là. Ou on les fait en bloc ou non? Ben, on pourrait les faire en bloc. Donc, toutes celles qui ont rapport à l'occupation des bâtiments, il y a la municipalité de Champlain, il y a la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, il y a la municipalité de Saint-Maurice, et c'est pour celle-là. Un proposeur pour ces 3, donc M. Sébastien Marchand, appuyé par M. Christian Gendron. Autre règlement, donc, c'est le 3 petit, donc municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, le règlement numéro 464-220-2026, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Peut-être une explication, Sébastien? Oui, donc le plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est un document qui est adopté par les municipalités qui vient donner des leviers au conseil municipal pour approuver ou désapprouver certains projets sur la base de l'architecture. Dans ce cas-ci, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade ajoute la zone 142P qui comprend l'église. Donc, cette église-là est protégée en un sens par le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est une touche de plus parce que moi, je pensais que de toute façon, l'église était un bâtiment qui est naturellement protégé, qui fait partie du patrimoine. Mais ça vient rajouter. On doit continuer à se débattre, puis ce type d'intervention-là va permettre possiblement ajouter du financement pour les aider. Bravo. Tant mieux. Tant mieux. Quelqu'un a fait la proposition, M. Daniel Hull, M. Alain Bouffard. Toujours à la municipalité de Sainte-Anne, le 4e petit point, donc règlement numéro 455-2025, modifiant le règlement de zonage et adoption, intégration d'un plan corrigé au règlement numéro 455-2025, qui modifie le règlement de zonage numéro 2008-262. Oui, il s'agit d'un projet modifié au règlement de zonage qui vient permettre la création de multilogements à Sainte-Anne-de-la-Pérade près de la Rompré. Donc, c'est un nouveau développement qui va se faire sur plusieurs phases. Puis la phase comprenant les multilogements se trouve à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, puis à l'intérieur de la zone prioritaire de développement, ce qui permet, ce qui est conforme avec notre schéma d'aménagement. Excellent. Alors, donc, une proposition pour accepter cette modification-là. M. Christian Gendron, M. Gérard Bruno. Point 6, la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le règlement numéro 882 qui modifie le plan d'urbanisme 642 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Chenaux concernant l'identification des aires de protection des lieux de captage des eaux souterraines ainsi que la création des dispositions relatives aux éoliennes. Donc, la
On a fait une analyse de tous les règlements de concordance par rapport au schéma d'aménagement. La modification 2024-147A qui avait été passée en novembre dernier qui demandait aux municipalités d'intégrer ces normes-là. Dans ce cas-ci, la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a modifié son plan d'urbanisme. Nous, on demandait dans le plan d'urbanisme qu'on vienne intégrer les aires de captage des ouvrages d'eau potable. C'est une des seules choses qui était demandée dans le plan d'urbanisme. La municipalité l'a fait conformément à ce qu'on demandait. Parfait. Ça prend une résolution pour accepter cette situation-là. M. Alain Bouffard, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Au point 7, toujours à la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, c'est le règlement numéro 883 qui modifie le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement dans la MRC des Chenaux concernant l'identification des aires de protection des lieux de captage d'eau souterraine ainsi que la création des dispositions relatives aux éoliennes. Dans la même lignée que le règlement précédent, on demandait à ce que le règlement de zonage soit modifié afin que toutes les normes qui étaient intégrées dans le schéma d'aménagement, que ce soit les normes de distance séparatrice, elles soient toutes intégrées dans le règlement de zonage de la municipalité, chose qui a été faite par la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, donc conformément à ce qu'on demandait, les municipalités intégrées. Donc, vous étiez à Mont-Carmel dans une situation contraire à l'ensemble des autres municipalités parce que c'est permis partout. Là, ça vient restreindre finalement l'installation des éoliennes. C'est la même chose, en fait, pour la municipalité de Sainte-Anne-la-Pérade. Ah oui, ben, oui, effectivement. M. Gérard Bruno, je suis déjà parti pour l'autre. M. Hugo-Pierre Bellemare. Au 9e. Donc, de la municipalité de Sainte-Anne, toujours, c'est le règlement sur la concordance, le règlement numéro 459-2026. On l'a pour la municipalité de Sainte-Anne. De Saint-Prosper. De Saint-Prosper aussi? Oui. OK. Donc, c'est dans les deux cas, c'est d'assurer la concordance avec le règlement de la MRC en tant que tel, c'est jugé conforme par notre. Ouais, il y avait par contre le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Prosper de Champlain qui n'était pas conforme. Je l'explique. Ben, on va faire les règlements de concordance, donc le 9 et le 10 d'abord, parce que je vais demander une proposition pour le 9 et le 10. M. Luc Gostalaire, appuyé par M. Sébastien Marchand. Donc, le 11, donc municipalité de Saint-Prosper, le règlement numéro 2026 qui modifie le règlement sur les permis et certificats relatifs aux éoliennes commerciales et domestiques. C'est correct. Donc, le règlement modifiant les permis et certificats est conforme avec le schéma d'aménagement. Le règlement sur les permis et certificats, c'est un règlement qu'on a proposé également aux municipalités, mais qui ne font pas partie de la concordance. Donc, le règlement sur les permis et certificats vient encadrer tout ce qui est l'émission du permis, donc s'assurer que le promoteur d'un permis, le promoteur d'un projet ait tous les documents nécessaires pour déposer sa demande. C'est un règlement qui vient encadrer qui doit le faire, combien de temps le fonctionnaire municipal doit prendre pour le faire, les montants qui sont associés au permis également. La municipalité de Saint-Prosper l'a déposé, puis il est conforme avec le schéma d'aménagement. Merveilleux. Ça prend donc une résolution pour accepter cette modification-là. Donc, M. Jean-Pierre Bordelot, M. Christian Gendron l'appuie. Et au point 12 de la municipalité de Saint-Prosper, un avis de non-conformité sur le règlement numéro 2026-0404 qui modifie le règlement de zonage, lequel précise des ajustements qui sont requis aux normes applicables à toute disposition nécessaire pour assurer la concordance du règlement 147A de la MRC des Chenaux. Tu as donné une explication sur celui-là. Bien sûr. Donc, la non-conformité avec la modification du schéma d'aménagement concerne des normes que nous demandions à la municipalité de Saint-Prosper et à quelques autres municipalités sur le territoire de la MRC des Chenaux. Les normes qui ne sont non conformes sont relatives au règlement sur le prélèvement des eaux potables. Donc, on demandait à certaines municipalités qui avaient des aires de captage d'ouvrages d'eau potable qui débordaient sur leur territoire. Fait que, disons, dans le cas de Saint-Prosper, le puits de Sainte-Anne-la-Pérade est sur le territoire de la municipalité de Saint-Prosper. Donc, l'aire de captage se trouve également sur son territoire. Donc, on demandait des mesures supplémentaires de protection des aires de protection
qui n'avait pas rapport avec les éoliennes dans ce cas-ci. C'était vraiment, mettons que s'il y a de l'entreposage de déjonction animale ou d'autres matières dangereuses, qu'il y ait un suivi qui soit fait, en fait, qui ne puisse pas se faire carrément dans les aires de protection. Donc, la municipalité les a intégrés, mais le règlement provincial a changé. Et puis, il se trouve avoir deux versions en ligne. Et la municipalité a pris la vieille version qui avait été changée en novembre. Donc, ça va juste être de modifier le règlement afin de mettre les nouvelles normes du règlement provincial. C'est vraiment sur le plan technique. C'est ça, c'est très technique. OK. Fait qu'on en prend acte, en fait, on n'a pas besoin d'adopter ce qui est non conforme, finalement. Oui, on va l'adopter quand même. OK. On peut le signifier à la municipalité, puis on va corriger et dans la prochaine rencontre, on pourra l'adopter. OK, parfait. Quelqu'un fait la proposition? M. Daniel Hull, appuyé par? Vance. Point B, la réglementation des territoires contigus de la MRC de Bécancour, projet de règlement numéro 426. Il modifie le règlement qui concerne le schéma d'aménagement. Ça vise à modifier le tracé de la route verte sur le territoire de la municipalité de Bécancour, parce que ça n'a pas vraiment d'incidence. Au point C, c'est de la révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Là-dessus, oui, le gouvernement du Québec, le ministère de l'Agriculture a procédé à la révision du règlement sur les exploitations agricoles en adoptant un projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Ce projet-là peut poser certains problèmes pour les MRC dans le sens où des éléments comme l'application des bandes riveraines, la protection de la forêt et autres tombent dans une autre juridiction puis empêchent un peu les MRC d'appliquer leur propre réglementation. Donc, il serait demandé de prendre en considération ces enjeux-là puis que le règlement soit révisé avant son adoption finale. Donc, il y a un projet de proposition qui est là, qui nous est soumis. Puis on demanderait à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs, Pascal Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement pour le réviser significativement en associant le milieu municipal au processus. Puis plus précisément, de renoncer à la préséance du règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement des ressources en eau, et de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. Fait que, M. Gérard Bruno a fait la proposition, appuyé par M. Daniel Hull. Okay. Voilà. On est rendu au point 7 dans les rapports. Au point A, le rapport du directeur général qui vous a été soumis. Il y avait des questions sur le rapport du directeur général. Ça va? Point B, le représentant des MERCIC, M. Dastaler. Oui, quelques petits points. Rencontre d'information qui a eu lieu le 12 mai dernier sur le projet d'agrandissement du site d'enfouissement Saint-Étienne. Il y avait pour thème l'odeur et la qualité de l'air. Malheureusement, on rivalisait avec le match des Canadiens. Donc, nous aussi, on a perdu. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait quand même quelques personnes qui étaient là. C'était très intéressant. On a eu des présentations sur la dispersion justement là, de l'air autour du site. Il y a un petit atelier aussi qui était là sur les préoccupations des gens. Prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine, mardi. On me permet de dire directement entre les deux matchs des Canadiens. Donc, mardi le 26, on espère attirer plus de gens. Ça sera sur le traitement et la qualité de l'eau. Il y aura entre autres un spécialiste des PFAS. Surnommé les polluants éternels, donc cette sorte de plastique-là qui prend un temps fou avant de se décomposer. Fait qu'il y aura un autre atelier qui sera là. Fait que juste dire que la distribution du compost, il y a une dizaine de jours environ, là, tout dépendant des municipalités, c'est très, très bien déroulé. Là. Je pense que la plupart des municipalités en ont rapidement manqué. Fait qu'assurément, il y a un engouement là-dessus. Les gens là, veulent ce compost-là qui est d'une très belle qualité. Et puis, juste aussi, dernier point aussi, projet de panneaux solaires de la compagnie Valeco, donc qui a déposé un appel d'offres sur les blocs nécessaires. On va voir si vont être retenus par Hydro-Québec. Par contre, là, si jamais ils sont retenus, il y aurait probablement des panneaux solaires qui pourraient être installés sur le premier LES, le lieu d'enfouissement sanitaire, sur lequel on ne peut rien faire.
On se rappelait que par le passé, on avait déjà, là, pendant quelques années, eu des ententes avec des agriculteurs. On avait semé du soya, mais ça causait des problématiques au niveau de l'environnement, le fait que ça soit là. Donc, on avait arrêté tout ça. Fait qu'on on va souhaiter là, que puisse avoir là, ça, un endroit qui ne peut pas vraiment servir à autre chose. Prochain CA, vendredi. Excellent. Merci beaucoup. Des questions pour l'NRC? Ça vous va? Comité culturel, Mme Bédard. Oui, merci. Alors, concernant les bibliothèques, 7 activités ont été présentées, 6 ont été retenues, et c'est des activités qui sont très diversifiées, genre mosaïque, BD, intimidation, l'initiation au théâtre, bon, et de la comédie et tout ça. Ensuite, il y a aussi la classe des maîtres, qui est un projet. Alors, c'est le but de former de manière professionnelle des artistes de la région. Alors, c'est un projet en développement, plusieurs, ça commence à grouiller un petit peu, là. Plusieurs idées arrivent, puis c'est super intéressant. Il pourrait y avoir comme du chant, de la photo et tout ça. Ensuite, pour ce qui est du patrimoine immobilier, alors l'inventaire devrait se terminer le 31 mai. Concernant les murales, bien, au deuxième appel d'offres, deux étaient retenus, comme M. Bordelot le mentionnait, ont été présentés à Saint-Stanislas et le choix a été fait. C'est super. Ça va être vraiment quelque chose. Ensuite, concernant les spectacles, alors le spectacle d'Annie Villeneuve a quand même attiré plus de 126 personnes et ça a été très apprécié. Boucardiouf, qui se tiendra le 29 mai prochain, c'est complet depuis très longtemps. Réal Bélan, le 30 octobre, ça chemine très bien au niveau de la vente des billets. Et le Bleu Jeans Bleu, qui a été mis en vente la semaine dernière et il y a déjà plus d'une centaine de billets découlés. Et le spectacle aura lieu le 24 septembre, toujours à l'auditorium de l'Île-du-Pont, du Tremplin. Et je m'en voudrais d'oublier de vous mentionner la fête de la famille qui se tiendra cette année à Champlain. Alors, ça aurait lieu en fin de semaine prochaine, le 23 mai, de 10h à 15h, activité auquel je vous y invite. Je me permets de le dire au nom du maire de Champlain. Mais je te laisse la parole terminer ce point. Félicitations. Oui, vous êtes tous les bienvenus à cette journée de la famille. Et puis, il y a quelques petites nouveautés cette année aussi là, avec le rallye là, qui va être à sa première édition. Là, puis, des kiosques, puis une visite aussi du CPE là, qui va être organisée. Là. Okay. Ça promet d'être une belle journée. Là. C'est effectivement toujours une belle journée. C'est une occasion de découvrir un peu les ressources qu'on a sur le territoire. Beaucoup d'organismes sont là. Le Portée du Québec souvent est là. Les organismes communautaires sont là pour présenter leurs services, mais c'est aussi une occasion. Tu sais, les municipalités, on n'est pas en compétition les unes avec les autres dans du gonflage. Mais c'est toujours un bel instant rassembleur, en tout cas, pour aller découvrir un peu ce qui se fait au niveau des services aux familles sur le territoire. Fait que c'est festif. Fait que vous êtes invité tout le monde à aller faire un petit tour là, à Champlain là, entre 10h et 15h. 10h et 15h. C'est bien ça? C'est plus l'après-midi, là, mais la visite du CPE, c'est à 10-11h. OK. Mais souvent, il y a des food trucks entre sur place et tout ça. Fait que c'est très intéressant. Belle activité. Alors, ça termine pour moi l'exposé sur le comité culturel. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Le comité vitalité du territoire, il n'y a pas eu de rencontre récemment. Au point E, le comité des ressources humaines. On avait traité des points au début. Peut-être juste à ajouter qu'on est en information avec Patrick pour se doter d'une mutuelle de prévention. Donc, je ne sais pas s'il y a eu les résultats encore, là, mais on n'a pas de mutuelle de prévention. Plusieurs municipalités en ont une. Ça nous aide aussi dans les cas de CNESST, entre autres. Donc, on vous revient avec ça là, quand on aura les informations. Puis souvent, il y a des économies intéressantes aussi au niveau financier de participer à une mutuelle. Il y a la fun de Effectivement. On vous revient là-dessus. Merveilleux. Point F, c'est toujours pour vous avec le comité de sécurité incendie. Bon, il n'y a pas eu d'autres rencontres. On est les directeurs généraux des municipalités concernées pour le projet de regroupement est encore au travail. Là. Ils doivent se rencontrer ou ils viennent de le faire ou dans les jours suivants. Là, puis il y avait des chiffres à rebalancer pour voir si c'est fiable. Donc, probablement que le mois prochain, en juin,
on aura plus de nouvelles là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Au comité de la sécurité publique, Mme Bédard. Peu de rencontres ce mois-ci, la prochaine rencontre en juin. OK. La communauté entrepreneuriale des Chenaux. Donc, on a un rapport qui a été présenté par Mme Isabelle Wolfe, qui est responsable de ce dossier-là. Entre autres, des rédactions, publications dans le bulletin des Chenaux d'un article promotionnel sur les femmes en entrepreneuriat qui présente l'animalerie Natamo et Dominique Demers, la fondatrice de la ferme au gré du Clos. Donc, ça a paru dans le bulletin des Chenaux. Il y a eu le gala aux entreprendre qui a eu lieu le 29 avril dernier, dans lesquels on a eu deux lauréates locales qui étaient présentes au gala. Donc, notre lauréate, Dominique Demers, la ferme au gré du Clos, a remporté deux distinctions quand même. La deuxième place dans la catégorie exploitation, transformation, production et le prix coup de cœur en développement durable de la Mauricie pour cette entreprise-là. C'est quand même bien. Il y a eu la grande journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le 6 juin prochain à Saint-Prosper. Actuellement, il y a 30 petites entreprises qui ont été recrutées pour ce projet-là. Il y a eu pour les recrutements, il y a eu des tournées dans 24 classes de la MRC des Chenaux, les écoles de la Source et l'école de tremplin pour inviter les jeunes à partir le petit projet d'entreprise pour la grande journée des petits entrepreneurs. Je vous dis, ça vaut la peine d'aller voir ça. Et il y a une activité, donc un grand rendez-vous des employeurs qui a eu lieu le 13 mai dernier, dans lequel il y a eu 15 inscriptions, des personnes qui sont venues pour une formation sur le harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Donc, c'était offert par la CNESST, cet atelier-là. Et il y a d'autres activités comme du réseautage de la formation. Mme Wolfe a participé au rendez-vous national du développement local au Centre d'excellence de Lévis le 21 et 22 avril dernier et une rencontre en développement économique avec le conseiller aux entreprises d'innovation chez Économie du savoir de la Mauricie. Prochain comité, c'est le comité touristique. Donc, on nous informe que la saison du Sacré Circuit va commencer en juin. Donc, c'est un circuit qui relie le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, les églises de Champlain, de Batiscan et de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, c'est un circuit à découvrir. Au niveau du bureau d'information touristique, il y a une cure de jeunesse qui se fait au bureau d'information touristique. Il va ouvrir ses portes. Il a dû ouvrir ses portes normalement le 6 mai et il va avoir une conférence de presse, je pense, en début juin pour présenter vraiment les travaux qui ont été faits à ce niveau-là. On vous rappelle aussi qu'il va y avoir l'équipe travaille sur la prochaine édition de la tournée Art et Terroir qui vise, entre autres, à découvrir les entreprises agroalimentaires et les ateliers d'artisans. Ça aura lieu les 26 et 27 septembre prochains. Donc, ça attire pas mal de monde. Des gens qui partent vraiment soit en auto d'une façon individuelle ou encore en circuit autobus à partir de Trois-Rivières, puis qui vont visiter les ateliers comme ça. On nous dit qu'il y a vraiment des belles retombées qui pour les ateliers puis pour les producteurs agroalimentaires. On nous mentionne aussi qu'il y a une carte touristique 2026 la mise à jour est terminée. Elle est envoyée en impression puis elle va être distribuée à la fin du mois d'avril, normalement. En tout cas, elle était envoyée en impression à la fin du mois d'avril. Et il y aurait un événement en développement au parc de la Rivière-Batiscan, donc un festival en eau vive qui aurait lieu au mois d'août, pour lequel il y a eu une rencontre de fait avec les responsables du dossier touristique. Ça complète au niveau de comité touristique. Comité service de transport. Il n'y a pas eu de rencontre. Prochaine rencontre, première semaine de juin. Et énergie communautaire de la Rivière-Batiscan, M. Barry. Le dossier continue de progresser très positivement. J'espère être en mesure de donner plus d'informations. Merci. Au point 8, fonds région de ruralité dans les enveloppes dédiées. Il n'y en a pas dans les demandes régionales. On a eu quand même 5 demandes régionales. La première du Chac-la-Pérade, des camps d'été immersifs pour les ados de la MRC des Chenaux. C'est une aide financière non remboursable qui sont faites à des organismes dans le cadre du fonds région de ruralité. Puis la demande qui s'est recommandée, c'est un montant de 12 033 sur un projet de 15 041 pour des camps d'été immersifs pour les ados dans la MRC des Chenaux. Ça peut rejoindre les ados de toutes les municipalités. Ce n'est pas uniquement
que les adolescents de Saint-Anne-de-la-Pérade à ce moment-là. Ça prend quand même une résolution pour l'accepter. M. Luc Destallaire, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Le deuxième projet, c'est Action Entraide communautaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour l'achat d'un réfrigérateur. Action Entraide communautaire Mont-Carmel, ils font la distribution alimentaire auprès de familles plus vulnérables, un peu comme Moisson Mauricie le fait ou comme le Cap de la Moraine le fait aussi sur notre territoire. C'est donc pour cet achat-là qui est pleinement recommandé. C'est un montant de 2 749 sur un total de coût de projet de 5 311. Alors, c'est vraiment recommandé de les aider dans ces équipements-là pour assurer les victuailles puissent se préserver le plus longtemps possible. Quelqu'un en fait pause? M. Hugo-Pierre Bellemare, Mme France Bédard. Le troisième dossier, c'est de la MRC des Chenaux, un dossier de notre organisation. C'est de la plateforme de gestion des transports. C'est qu'en fait, on fonctionne encore avec les enveloppes. Donc, pour la réservation des personnes qui passent qui prennent le transport collectif ou le transport adapté, doivent payer directement au chauffeur avec un système d'enveloppe et tout ça. On viendrait se moderniser donc en permettant aux gens de faire de la réservation en ligne, de faire du paiement donc avec une carte simplement avec un PayPass. Ça permettrait aussi de donner des alertes aux chauffeurs dans le sens que si quelqu'un a oublié de réserver sa place puis que l'autobus est encore dans la municipalité de Saint-Stanislas, peut-être qu'on peut ramasser la personne. Il y a une alerte qui est donnée en direct aux chauffeurs. Fait qu'il y a vraiment là, moins de manipulation d'argent, une grande modernisation du système en tant que tel. Fait que je pense qu'il y a un bel avantage à aller dans ce sens-là. Et le fait de passer dans une plateforme numérique comme celle-là, ça n'empêchera pas les gens d'utiliser le téléphone encore. Fait que donc, si quelqu'un est moins à l'aise avec Internet ou son téléphone, ils vont pouvoir quand même appeler à la MRC, puis ça va être inscrit dans le système. Fait que ils vont pouvoir continuer, là, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des personnes pour qui c'est plus difficile. Mais de cette façon-là, ça donne toutes les options possibles, dont une certaine modernisation. Fait que ça prend quand même aussi une résolution. M. Daniel Hull en fait la proposition, appuyé par M. Alain Buffard. Le montant de? C'est 40 000 Donc, incluant les tablettes aussi. Oui, il y a quand même, c'est ça, voilà. Le quatrième, c'est le Parc de la Rivière-Vatican qui a présenté 2 projets. Donc, le premier qui est amélioration et sécurisation des chemins du secteur Murphy et Grand Bassin. Donc, ce n'est pas uniquement que de la réfection, mais il y a vraiment des améliorations des différents sentiers qui sont faits. C'est une aide financière qui serait recommandée d'un montant de 15 000 sur un projet de 21 765. Donc, proposé par M. Christian Gendron, appuyé par M. Sébastien Marchand. Et le deuxième projet du Parc de la Rivière-Vatican, c'est aménagement et création de sites de camping familial, donc qui sont mieux adaptés aux réalités des familles en termes de sécurité. C'est une aide financière de 15 000 sur un montant total de 21 910 cette fois-ci. M. Gérard Bruno en fait la proposition. M. Luc Destallaire l'appuie. Point 9, en développement économique, le dépôt du rapport mensuel du service de développement économique qui a été fait. Vous en avez pu en prendre connaissance. S'il y a des questions là-dessus, on voit qu'il y a quand même plusieurs interventions qui sont faites d'accompagnement au niveau des entrepreneurs ou encore de la référence vers d'autres bailleurs de fonds ou d'autres intervenants qui peuvent aider les gens. Et au point B, c'est une demande de contribution financière pour l'économie du savoir de la Mauricie. La contribution qui serait demandée, c'est un montant de 7 200 $ par année pour 3 ans. Il y a quand même eu plusieurs interventions qui ont été faites par l'économie du savoir Mauricie. Ils interviennent dans des dossiers d'amélioration de productivité, dans des dossiers vraiment d'augmentation dans lesquels on va chercher des ressources spécialisées d'une certaine façon. Fait qu'il y avait eu, je ne me rappelle pas, je pense qu'il y a eu une dizaine d'interventions dans les entreprises de la MRC, puis des aides financières directes de pas loin de 90 000 $. Fait que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Notre effet de levier est bon. C'est excellent. Fait que c'est recommandé. Quelqu'un a fait la proposition. M. Alain Bouffard, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Dans les appuis demandés, il n'y en a pas. Et dans les correspondances déposées du ministère des Affaires municipales d'habitation, un accusé de réception concernant l'adoption du règlement numéro 2026-156, c'est le règlement sur les glissements de terrain à Sainte-Geneviève-de-Vatican. Du ministère de la Sécurité intérieure, c'est la formation 2025-2026 dans le cadre du volet 1 du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières.
Au point C de la municipalité de Champlain, une demande d'inclusion au schéma du plan d'aménagement du territoire pour l'ajout de zones pour du développement domiciliaire. On sait que le développement domiciliaire, c'est un enjeu dans plusieurs de nos municipalités qui sont confrontées ou qui sont appuyées vraiment sur la zone agricole. Au point D du ministre des Transports et de la Mobilité durable, c'est une aide financière dans le cadre du programme d'aide au développement des transports collectifs, section 2.11, c'est l'organisation et exploitation des services de transport régionaux. C'est une aide financière maximale de 548 097. C'est pour les années financières 2025, 2026 et 2027. Donc, en 2025, c'est 175 337. 2026, c'est 175 337 pour le maintien de l'offre de service, 3 659 pour le développement de l'offre de service et 7 013 pour le développement, pour la planification des services. En 2027, c'est des montants relativement similaires qui sont octroyés pour ce service-là. Autre sujet, on a donc au point A des félicitations à Mme Isabelle Dupuis et M. Francis Boisvert pour l'obtention de leur prix dans les lauriers de la gastronomie québécoise. C'est vraiment un beau prix qui a été reconnu pour le presbytère et l'équipe finalement là, de Mme Dupuis, c'est le restaurant de l'année finalement au Québec. C'est pas banal, c'est une belle carte de visite finalement. Quelqu'un a fait la proposition? Propos. Donc, M. Christian Gendron. Et M. unanime. Oui, là-dessus. Et au point B, des félicitations à M. Luc Laramé pour la mise en place de la salle de spectacle La Tête de Cochon. C'est une belle salle de spectacle. Je pense que M. Bordeaux peut nous donner quelques informations sur cette salle. Pour ceux qui connaissent un peu cette instance, l'ancien abattoir Gérard Jacques, donc M. Laramé, à l'intérieur de cet abattoir-là, a vraiment créé une nouvelle salle de spectacle. Vous comprendrez bien que le nom de La Tête de Cochon vient, bien sûr, de l'abattoir et non pas des... non. Alors, il y a eu une inauguration il y a 2 semaines à peu près. Il y a eu un spectacle de présenter, salle compte, c'est une salle de 80 places. C'est vraiment charmant. Donc, on a eu droit à des représentations de textes de Denis Arcand, un monologue sur la vie des pionniers au début du siècle. Donc, il y a une programmation qui va venir. Donc, ça ajoute à l'offre culturelle dans le secteur des Chenaux. Après l'auditorium de Denis Dupont, on a aussi La Tête de Cochon qui va présenter des spectacles. Donc, la programmation est à venir. Vous allez faire proposer la résolution. Ça me fait plaisir de proposer les félicitations. Parfait. C'est appuyé par M. Luc Dostalaire. Luc, Tête de Cochon, je vais appuyer. Il y avait M. Gendron qui voulait faire une intervention aussi. Moi, juste une petite mise au point pour M. Martin. Dans votre 2 articles dans votre journal du mois de mai, les 2 articles sont en erreur. Avant de publier de quoi, juste vous assurer, bien entendu, s'il vous plaît, avec tout respect, parce que dans l'article à propos de Test Canada, rien de réglé, vous indiquez que Sainte-Geneviève-de-Batiscan devrait, il y a de 14 à 18 éoliennes de prévues à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Général. Je vais juste finir. Mais il y en a une, c'est sûr, vous l'avez. Mais juste à être sûr et certain, parce que ça, c'est un dossier là, qui relève de 2 ans. Il y a 2 ans, il disait qu'il pouvait y avoir entre 14 et 18 éoliennes à Sainte-Geneviève, mais là, il n'y en a aucune de prévue. M'échapper. Fait que ça, c'est le premier. Le deuxième, sur le dossier des premiers répondants, on en a parlé ensemble au moins 4 fois là-dessus. Puis là, vous arrivez puis vous marquez la somme d'argent offerte, 3 800 par municipalité, est jugée insuffisante, alors qu'on estime la dépense nécessaire à environ 10 000. Non, le 3 800, on l'a déjà. Ce qui offre, c'est 10 000. OK? Puis pourquoi la négociation ne parvient pas à se terminer? Il y a beaucoup plus d'autres points. Oui, le 10 000, ça se peut mais actuellement, le 3 800, on l'a déjà. Le 10 000, c'est ce qui offre par petite municipalité avec une règle de 3 là, de calcul avec les budgets incendies. Mais ce n'est pas tout à fait la vérité, mais il y a beaucoup d'autres points qui accrochent, dont la formation, les équipements et tout. C'est beaucoup plus ces points-là qui accrochent actuellement et qui accrochent encore. Fait que c'est pas réglé, mais juste vous en assurer là,
faut pas induire les gens en erreur parce que suite à votre parution de journal, moi, j'ai eu des téléphones en me disant « Oups, on n'avait plus d'éoliennes, puis là, on a. » Fait que là, je veux être bien sûr que, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Merci beaucoup. On s'est rendu à la période de questions. Il y avait eu, lors de la dernière séance, en fait, quelques minutes avant la séance, on avait reçu un courriel de M. Frédéric Krebs qui avait posé des questions qu'on n'avait pas pu être en mesure de répondre. Il y avait eu un engagement de prix pour répondre à ces questions-là, donc ici. La première question, c'est lorsqu'une demande de permis est faite par un citoyen ou un entrepreneur, est-ce que la municipalité peut changer ses règlements après la demande de permis? Je vais demander à Sébastien peut-être de présenter la réponse à ce moment-là. Oui. Dans le cas où une demande de permis est faite, la municipalité doit analyser le permis en fonction de la réglementation en vigueur et émettre le permis dans les délais qui sont prévus par sa propre réglementation. Donc, une fois qu'une demande de permis est faite, la municipalité ne pourrait pas changer sa réglementation afin de bloquer un projet. Il faudrait que ça ait été fait avant, ou une fois qu'un permis peut être délivré, une municipalité pourrait également changer sa réglementation par la suite pour les futurs demandeurs. Mais une fois qu'une demande un permis est demandé, la municipalité doit respecter sa réglementation. Doit respecter sa réglementation. Okay. La deuxième question, en fait, c'est un commentaire, mais on va quand même le lire, puis on va pouvoir y répondre. Mais normalement, dans les commentaires, on les prend, mais on n'a pas à y répondre. Donc, la MRC a un rôle encadrant et de ce fait, aide ces municipalités à adopter des règlements cohérents avec les besoins et la réglementation. L'OMS a des critères concernant les nuisances sonores que le règlement d'urbanisme de la MRC ne respecte pas. Pour avoir contraint les éoliennes domestiques de 150 kW à un maximum à 40 dBA à 10 mètres, c'est que la MRC accepte le fait qu'il y ait des nuisances sonores. Nous savons que le projet TESS est un projet commercial et que les éoliennes domestiques seront peu nombreuses. Le projet prévoit des éoliennes de 7 MW, soit 46 fois plus grosses que les 150 kW domestiques. Si ces éoliennes venaient à se construire, le règlement actuel ne protège pas les populations et déléguer cette responsabilité aux municipalités revient à dire que la MRC n'est pas capable de jouer son rôle structurant et encadrant. C'est un commentaire, ce n'est pas une question, mais il y a quand même un élément que M. Blanchette voulait communiquer en lien avec ça. C'est que dans le cas des entreprises privées et dans le cas d'éoliennes, le ministère de l'Environnement peut traiter ces plaintes-là de bruit et a déjà un cadre sur les décibels, donc le 40 décibels durant la nuit ou 45 décibels pendant la journée. Donc, il y a déjà une organisation qui gère ce type de plainte. Si la MRC avait décidé de l'intégrer dans sa réglementation, nécessairement, la MRC et les municipalités qui appliquent la réglementation doivent appliquer ces dispositions-là et ça impliquerait nécessairement que tous les inspecteurs municipaux soient qualifiés pour gérer le bruit. Donc, c'est pour cette raison que la MRC a choisi de laisser le ministère de l'Environnement traiter les nuisances sonores. S'il y a lieu. Merci. On a reçu aussi les questions de M. René Baudouin. Donc, sa première question, c'est est-ce que la MRC des Chenaux entend produire un mémoire pour le BAP dans le cadre du projet de TESS Canada en tant qu'elle demander de l'aide? La réponse, c'est qu'en fait, oui, on veut présenter un mémoire. On ne sait pas encore selon quelle modalité, puis selon quelles ressources on va faire d'une certaine façon à ce niveau-là. Deuxième question, le 7 mars dernier, l'UPA de Chaudière-Appalaches a adopté la résolution 6 jointe relative à une zone d'accès restreint sous une éolienne. Est-ce que la MRC des Chenaux et les municipalités entendent adopter de tels règlements? Pas à date. En fait, on en a discuté, on ne voit pas la pertinence d'adopter des règlements de cette nature-là. Troisième, nous aimerions avoir un compte-rendu des échanges et documentations avec TESS Canada depuis la dernière séance des maires, notamment et sans s'y limiter au sujet de l'approbation des règlements de concordance. Ça, on n'a eu aucune nouvelle, aucun échange avec TESS Canada depuis la dernière rencontre.
La quatrième question, y a-t-il eu une réunion du comité de liaison de Test Canada? Y a-t-il eu présence d'un représentant de la MRC, préfet ou autre? Il n'y a pas eu de rencontre du comité de liaison. Point 5, depuis la dernière séance des maires, y a-t-il eu de nouvelles échanges avec le gouvernement, l'un ou l'autre des ministères, ou avec la députée Sonia Lebel ou le député Champagne au sujet du dossier de Test Canada? Quel est le compte rendu? Il n'y a eu aucun échange avec des représentants gouvernementaux, que ce soit les députés, ministres ou autres. Voilà, c'était les questions qui avaient été posées par M. Baudouin. Est-ce qu'il y a maintenant, il y aurait d'autres questions? Si vous en avez. Ah, monsieur, oui, c'est de M. Guibert. M. Guibert avait. Oui, je l'ai reçu quelques temps avant la rencontre, mais si vous voulez venir le poser tout de suite, je vous invite à le faire. D'accord. Ou après les autres. Oui. Dans notre plus récente édition du Bulletin des Chenaux, celle du mois de mai, en page 15, j'ai fait un reportage sur la soirée du jeudi 23 avril tenue à la salle municipale par les autorités de Saint-Narcisse, c'est-à-dire une assemblée publique de consultation afin d'expliquer aux citoyens la nécessité d'une opération de concordance de leur règlement d'urbanisme avec celui de la MRC des Chenaux. On sait qu'il s'agit d'un règlement qui a été modifié l'automne dernier relativement au lieu de captage des eaux souterraines, mais surtout aux éoliennes. Le maire Guy Veillette, flanqué du directeur général de la municipalité, Stéphane Bourassa, a parcouru le dit règlement qui, on le sait, a été approuvé par Québec au terme de longues négociations et répondant aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, OGAT. On a rappelé alors diverses dispositions du règlement et montré que sur la carte de la municipalité, il y avait des endroits où l'installation d'éoliennes est permise. On a expliqué qu'à ces endroits, ainsi que dans les zones contiguës, il est possible de consulter les populations ainsi que les propriétaires pour leur demander si oui ou non ils acceptent les éoliennes. On passe alors par la loi sur les élections et les référendums afin d'obtenir ou pas le consentement des citoyens et propriétaires de ces zones. Le processus débute par un avis de motion envoyé par voie postale, puis le règlement, ensuite une assemblée publique, puis la tenue d'un registre pour les zones concernées et contiguës. Registre qui enjoint tout le monde à se mobiliser pour participer éventuellement à un référendum décisionnel. J'ai expliqué dans l'article qu'un citoyen du nom de Guy Dessureau a suggéré qu'une fois la concordance approuvée, on diffuse la carte pour ensuite passer par le processus afin que la population s'exprime et qu'on en finisse de la menace, entre guillemets, éolienne. Cela parce qu'on ne doute pas que majoritairement la population n'en veut pas. Et que ce moyen de s'y opposer est absolument légal, incontestable. Le maire Guy Veillette a exprimé son complet accord à cette histoire-là. Ma question ce soir, c'est de demander s'il y a des municipalités ici qui souhaitent également aller de l'avant, aller au-devant du problème, entre guillemets, des éoliennes et présenter à la population la carte de leur municipalité qu'on trouve sur le site de la MRC et qui montre les zones blanches là où il est permis de mettre des éoliennes. Est-ce que ça ne pourrait pas être une voie à suivre, un processus à enclencher immédiatement? Peut-être un petit correctif avant de passer la parole aux gens qui voudraient répondre. La position que j'ai émise ce soir-là, c'est la position de Guy Veillette. Je suis un membre du conseil. Ce n'est pas la position du conseil municipal de Saint-Narcisse. Elle sera discutée entre les membres du conseil et on verra. Parce que moi, je ne suis pas fermé à l'idée de dire on ouvre l'ensemble des zones puis on fait le référendum. Voilà. Mais ce n'est pas la décision du conseil municipal de Saint-Narcisse, je tiens à le préciser. Merci. Est-ce qu'il y en a qui voulaient répondre ou pas nécessairement? Bon, on est en processus. Le 21 mai prochain, des consultations publiques pour ouvrir les zones. Offrir des zones pour l'implantation des éoliennes. Vous parlez de la concordance, M. Hull? Oui. C'est ça. Ouais. Puis vous allez être pensé à ouvrir les zones puis offrir des consultations tout de suite? Ou... 21. Ah oui? Oui, c'est en processus. C'est commencé.
OK, le 20 L'avis de motion? le 21 mai, c'est demain. OK, merci. Il y a d'autres qui peuvent me répondre? Stanislas, le 26 mai, on est après les autres municipalités au niveau de la concordance parce que, compte tenu des obligations des médias en termes de semaines, là, qu'il faut faire la vie publique, mais on va suivre exactement le même processus, c'est-à-dire qu'on fait notre consultation, on va être concordant, après ça, on va examiner la possibilité des ondes. On rencontre les gens fréquemment pour discuter là, du dossier. OK. Mais le Ça processus. pourrait être précipité, là. On va réfléchir à tout ça encore. On va commencer par la concordance. Je pense que ça, c'est la première étape à faire. Le 28 mai, ou? Nous, c'est le 26 mai. 26, pardon. Merci. Et juste concernant la communication, Ben, Martin qui a fait longtemps qu'il paraît. On parle des règlements, des dates. Moi, ce que j'ai entendu dans sa question, c'était la communication aux citoyens. Et les avis publics ont été envoyés. La consultation. L'explication des référendums, il a fallu que j'aille à Saint-Narcisse pour enfin comprendre. Moi qui suis très impliqué dans le dossier, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, et parmi les amis, il y a encore du monde qui n'a pas encore compris comment les référendums vont se gérer. Donc, Les avis publics ont été envoyés, les avis, la consultation publique est demain. c'est la procédure, la vie publique. Je ne pense pas qu'on ait failli à la procédure. On a besoin d'informations pour nous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est ça que j'entends. c'est Monsieur Martin qui a la parole, puis je pense que chacune des municipalités a un souci de bien faire connaître le processus. On ne veut pas cacher ça. En tout cas, c'est ce que j'entends de la volonté de tout le monde d'être très transparent à l'intérieur des différentes étapes qui vont suivre l'adoption du règlement, l'avis de motion, puis l'ouverture des zones. Fait que ça, je pense que vous devrez vous contenter de ces réponses-là pour tout de suite. Si vous avez d'autres. Merci. Ça, étant de la période, on est en discussion avec le conseil, notre urbaniste, le directeur général sur la procédure à suivre. Fait qu'on devrait revenir à la population prochainement pour regarder pour l'ouverture des zones. On va en parler. Ingénieur de Vatican, la rencontre a été faite avec la population. On a même envoyé une circulaire à part parmi toute la population. Pour les gens étaient là, pouvaient poser des questions. Mais pour nous, il n'y a aucune zone qui va être allée en référendum. Premièrement, il n'y a pas de éolienne de prévu. Si jamais ça change, ben, on analysera rendu là. Mais il n'y a pas de zone qui va être là. Merci. Je peux vous répondre pour Saint-Prosper. Saint-Prosper. Saint-Prosper, la consultation publique a paru en affichage et tout ça. Elle a eu lieu. Nous avons déjà une zone d'ouverte. Et jusqu'à présent, ça va rester comme ça. Et on a toujours répondu à toutes les questions, autant sur les référendums, au meilleur de notre connaissance. Puis je pense que les gens qui sont malheureusement absents pour des raisons qui leur appartiennent, il y a toujours lieu d'aller voir les procès-verbaux sur le site de la municipalité. Mais vous ne ferez pas tout de suite, vous ne verrez pas tout de suite Jusqu'à présent, non. J'en ai une zone ouverte pour tout de suite. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a rien qui s'ouvrait. Jusqu'à présent, on demeure comme ça et on verra avec le temps comment ça va évoluer. Merci. Maurice, pour terminer, en fin de compte, je vais vous rester présent. Vous savez, il y a servi d'information et aussi l'adoption du règlement de concordance. Et on va poursuivre maintenant avec le reste. Mais vous n'irez pas plus loin pour le moment. Pour l'instant, on en est là. Là. On va voir avec le conseil municipal, en fin de compte, quelle procédure on va prendre. D'accord. Merci, hein? Merci. Question? Michel Massicotte, de Sainte-Geneviève de Vatican. Moi, je voudrais faire un petit préambule sur quelque chose qui me chicote énormément. J'étais à la soirée de consultation du 30 avril et j'ai parlé du schéma d'aménagement. Moi, la question du captage des eaux, les études qui ont été faites qui révèlent que, bon, ça peut être risqué ou moyennement ou pas risqué du tout pour le captage des eaux près des puits. Sauf que ça concerne les aqueducs municipaux. Les citoyens qui ont des puits privés sont presque complètement oubliés ou négligés. Une éolienne, c'est 100 mètres d'un puits.
300 pieds à peu près, 100 mètres d'un puits. C'est très proche. Certaines MRC sont à 700, puis les gens capotent. À 100 mètres d'un puits, pour l'éolienne, mais il faut se rendre à l'éolienne. Il faut donc construire des chemins. Moi, j'ai été à la réunion du 30 janvier par Environnement Mauricie. Ils nous ont révélé que c'était 137 km de nouveaux chemins et une mise à niveau de d'autres chemins pour y accéder. Si on met un fossé chaque bord, ça fait 274 km de fossé. C'est pas mal. Du fossé, ça sert à drainer des terres. La nappe phréatique des pauvres citoyens qui sont là depuis des décennies, qui ont des puits privés, vont être privés. Si l'eau de fonte des neiges et d'orage ruisselle dans les fossés, ben, elle ne vient pas enrichir la nappe phréatique. Donc, les puits vont baisser automatiquement. Moi, la recherche naturelle n'est plus là. Ça ben, va être affectée, mettons qu'elle va être encore là. Moi, je sais qu'il y a des ouvrages agricoles près de ma maison, même si je suis à Sainte-Geneviève et qu'on n'aura peut-être pas d'éoliennes, le territoire fait que Saint-Luc est quand même très près d'où je vis, puis il y a comme 2 points pour en mettre. Mais ça, c'est pas grave. Moi, les ouvrages agricoles sont venus affecter mon puits et celui de certains voisins. Juste faire des petits fossés pour avoir une meilleure croissance de leurs arbres. C'est complètement légal ce qu'ils ont fait. Sauf qu'avec les années, moi, j'ai regardé mon puits. Comment ça, c'est-tu la sécheresse? Qu'est-ce qui se passe? J'ai moins d'eau. Moi, j'avais un puits qui était presque intarissable. À cette heure, au mois d'août, septembre, s'il y a des sécheresses, je peux me gratter la tête un petit peu. Alors, la question que je veux poser, c'est êtes-vous capable, est-ce que la municipalité, avant d'émettre des permis d'éoliennes et de construction de routes et tout ça, d'avoir un inventaire des puits privés pour mieux peut-être en analyser l'impact, parce qu'il y a quoi de très grave là-dedans, là, si on vient priver des gens, si on vient affecter directement des gens en les privant d'eau. Une propriété qui n'a pas d'eau, que ce soit de la villégiature, une petite ferme, fermette ou un citoyen, ben, je veux dire, c'est pas vendable. C'est pas vendable. Fait que, moi, ma question, c'est j'aimerais énormément que la MRC tienne compte de ça et, je ne sais pas, avant d'émettre des permis et tout ça, qu'on fasse au moins un inventaire. Combien de personnes vont être affectées? C'est quoi le plan, là? Parce que c'est 1,5 mètre d'une ligne de l'eau pour passer un chemin dans votre schéma d'aménagement. On ne parle pas de la distance, 1,5 mètre de la ligne de l'eau. Et le puits privé, ça peut être vraiment proche, là, des fois, dans certaines situations. Et moi, j'ai vu les cartes fin janvier avec Environnement Mauricie, mais les informations que je vous donne, je les ai prises là, parce que j'étais à la formation pour le BAP. Et je vais probablement, sûrement écrire quelque chose là-dessus. Maintenant, si j'écris quelque chose là-dessus, j'ai besoin de co-signataires. Est-ce que la MRC va aider? Est-ce que ce que je dis a un sens? Bien, ça a du sens. Tous les commentaires ont du sens et ils peuvent être reçus par le BAC. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez le faire co-signer par qui vous voulez. Nous, comme institution, on va certainement déposer un mémoire, mais on va être les seuls signataires de ce mémoire-là. Je ne pense pas qu'on va co-signer des mémoires qui seraient préparés par des citoyens à ce moment-là. Même si on vous le fait lire avant. Même si vous nous le faites lire avant, là, je pense que. Puis là-dessus, sur la question des puits privés, je pense qu'il va falloir regarder un petit peu le positionnement des éoliennes qui vont être dans les. Bon, il faut d'abord que les zones soient acceptées par les citoyens. Il faut qu'il y ait un positionnement qui soit fait. Puis, à partir de là, où il y a un projet qui est émis, il y a certainement moyen de faire un inventaire des puits privés autour de ça. Est-ce qu'on va réaliser un inventaire des puits privés sur l'ensemble du territoire à MRC des Chenaux? Je ne pense pas qu'on va s'astreindre à cet exercice-là, parce que c'est quand même très lourd comme exercice. Mais en fonction des positionnements d'éoliennes, s'il y a 6 éoliennes qui peuvent être prévues à Saint-Narcisse, on peut faire décompter en fonction du positionnement qui est prévu, à quel endroit, quel puits pourrait être affecté, à quelle distance il sera.
Mais au-delà de ça, là, je ne peux pas m'engager pour personne à ce niveau-là. Donc, pas d'inventaire. À grande échelle, non. Juste pour précision, Oui. peut-être. Au lieu de dire non, peut-être. Si jamais on avait un programme de subvention, comme on a eu un programme de subvention pour l'inventaire du patrimoine ou d'autres choses, des fois, si le gouvernement sortirait un programme de subvention pour une ressource ou de quoi de même, ben, peut-être, mais actuellement, il n'y a rien là-dedans. Là. Actuellement, il n'y a rien, mais oui, tu as de l'air à vouloir répondre? Non, mais après. Ah, OK. Non, ben c'est ça. Ben, actuellement, il n'y a pas de budget pour ça, il n'y a rien de ça. Puis effectivement, comme Guy dit, c'est un gros travail. Donc, mais si venait un programme quelconque, ben, peut-être. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Ben, je vais rajouter quelque chose par la suite par rapport aux 100 mètres que vous mentionniez avec les puits privés. En effet, la norme, c'est 100 mètres pour les puits privés. Cependant, il y a des cas où les puits privés sont loin des maisons. Il y en a, ces cas-là existent. Mais dans la plupart des cas, les gens ont leur puits privé proche de leur maison. Donc, les distances séparatrices de la maison vont s'appliquer. Donc, si vous avez votre puits à 50 mètres de votre maison, puis que la norme définit qu'une éolienne doit s'installer à 850 mètres, par exemple, bien, alors il y a quand même un 800 mètres de distance. Le chemin, on ne sait pas ce qui va passer. Le chemin, pour y accéder, doit être construit. Et lui, ce n'est pas l'éolienne, ce n'est pas mentionné dans le schéma d'aménagement. On parle juste de la ligne de séparation des lots. La nuance n'est pas là. Le chemin pourrait passer quasiment à côté du puits. Puis c'est là que le dommage va se créer. Et moi, pour avoir parlé avec 2 personnes qui sont spécialisées en eau et en assainissement des eaux au ministère de l'Environnement, j'ai parlé de ça. On m'a dit que c'est un détail de répertorier ça. Avec la réforme cadastrale, c'est fait, tu arrives d'un point GPS, puis ils peuvent tomber sur... On peut trouver les bornes de ton terrain, là. C'est gros comme ça, là. Un travail d'étudiant pourrait très bien arriver puis dire, tiens, tu as un puits là, toi? On le note. C'est un étudiant peut le faire. Si. Merci. Bonsoir, M. Magistère, pour une nouvelle liste. Je veux simplement savoir si la MRC a reçu des avis, que ce soit de test ou de sa firme, la firme d'urbanisme, là, en lien avec les règlements de concordance des autres municipalités. Il y en avait eu un pour Saint-Prosper. Aucune autre communication de la part de la firme d'urbanisme ou de Test Canada. Si? Oui, bien, Goliath, pas de problème de mon d'accord. Moi, à propos des zones d'accès restreintes, je ne sais pas, à l'époque que vous avez fait la révision du schéma d'aménagement, si vous avez tenu compte des pistes cyclables, des pistes de motoneige et des pistes de quad. Quand vous avez fait ça à l'article 11.14, il y a également les sentiers de randonnée, il y a également les pistes, en plus du ski de fond. Je veux dire, ça englobe tout, en fait. C'est 200 mètres que vous avez défini. Puis, justement, au niveau des zones à accès restreint, on parle bien de 450 mètres au niveau de Test Canada. On parle diamètre du rotor plus la hauteur du bas. À 300 mètres, multiplié par 1,5 qui nous met exactement à 450. Ça, c'est défini autant pour les projections de glace que pour les bris de structure. Je ne comprends pas. Moi j'ai une connaissance cultivateur. Les voisins d'un propriétaire terrien acceptant une éolienne et qu'il est responsable du personnel qui va aller travailler dans ses champs, qui vont passer réellement dans la zone d'accès restreint. Ça, on avait parlé de toute façon à la dernière fois au niveau du 200 mètres. Ça serait supposé être minimum la zone d'accès restreint. Il y a certaines MRC qui ont obligé les promoteurs éoliens à clôturer toute la zone d'accès restreint. On parle du 450 mètres. Là. Dans les documents de Vestas, l'un des plus grands turbiniers mondiaux, il dit que c'est 417 mètres
de zone d'accès restreint. Fait que, je ne sais pas, il y a de quoi à réviser, ça, au niveau du 200 mètres de l'article 11.14. En tout cas, en tant que tel, ben, votre question, c'est? Ben, ma question, c'est-tu normal pour un cultivateur d'être responsable de ses travailleurs? Je serais curieux de poser la question à la CNESST, à savoir si lui, d'après moi, c'est oui, il est responsable de ses travailleurs dans le champ, qui pénètrent dans cette zone-là. Va-t-il falloir faire arrêter les éoliennes chaque fois que quelqu'un va vouloir faire des cultures au niveau des labourages, des engraissements? On parle des dangers liés à la projection. C'est en lien avec des précipitations, je présume. On parle de glace. Hein? Oui. La glace, c'est rarement pendant les périodes de culture. Oui. Il peut y en avoir dans des activités hivernales de bûchage, etc., des éléments comme ceux-là. Mais nous, en tout cas, on n'a plus connaissance du projet de résolution qui avait été acheminé par le syndicat de l'UPA de Bellechasse, qui avait été soumis par M. Baudouin, sur les zones d'accès restreint. On n'en a plus connaissance, on se dit, ben nous, on n'a pas. On ne ressent pas le besoin d'aller là actuellement. Fait que, voilà. Est-ce que tu veux rajouter des choses là-dessus? Non, pas nécessairement. Non. Okay. Mais on ne voulait pas aller dans ce sens-là actuellement. Et même au niveau de l'article 11.14, 200 mètres de haut, ça reste là. Quelqu'un peut aller faire la randonnée à 200 mètres d'une éolienne, été comme hiver. C'est ça, là, même en hiver. Quand on parle de bris de structure, OK, vous allez dire que la fréquence, c'est pas la même probablement qu'une projection de glace, mais il reste que le danger, on parle de danger dans le document de l'Association des énergies renouvelables. Là. On parle de danger autant qu'on parle de risque, là, de contrôle de risque. Ben, c'est bon, il faudrait réviser ça, certain. Moi, comme vous dites, ça fait longtemps qu'on a mentionné de ça, de la 11.14, puis il faudrait que ça soit révisé à une distance. Ils ont déplacé déjà des pistes de motoneige en Gaspésie à cause des projections de glace. De toute façon, il y a des distances en lien avec les pistes fédérées ou encore les zones. Ben, c'est 200 mètres. Ben, c'est ça. Après votre réglementation, c'est 200 mètres. Pour des petites éoliennes. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est un document qui date de 2020. On ne parle pas nécessairement de 2026. C'est sûr qu'il y a du renouvellement à faire là-dedans aussi. Je trouve que ça a été mal évalué. Je ne pense pas qu'on puisse réviser le règlement qui est adopté. Oui, c'est ça. Pensez, vous disiez que ça a été adopté, mais il reste que. C'est vous autres qui l'avez adopté. Vous êtes basés sur quoi? L'aviez-vous pris en note, le document de l'association, qui est représenté par tous les membres de comités et sous-comités pour tous les plus grands turbiniers du monde qui ont signé en bas de ça sur la pratique. D'après la formule de calcul, là, puis il y a même une formule de calcul, l'éolienne en arrêt, puis qui représente encore un autre 100 mètres. Parce qu'il calcule les vents en plus de ça. Fait que prenez connaissance de la revue comme il faut. Puis vous allez voir, ça se lit très bien, une quarantaine de pages. Puis c'est bien intéressant. Merci. OK, merci. Dernière question? Oui, Jean-Hubert, c'est Maurice. Le 7 mai dernier, Test Canada a acheté de la publicité, pas juste le 7 mai, mais beaucoup depuis le début mai, en disant que le projet Mauricie s'améliore grandement. À la fin de leur article paru dans le Nouvelle-Livre du 7 mai, on dit que dans cette amélioration, il y a une participation des MRC. Donc, je dis brièvement et je pose ma question, les MRC bénéficient également de cette nouvelle définition, alors qu'ils sont inclus dans les bénéficiaires. Une redevance de voisins est prévue pour chaque éolienne située sur leur territoire. Une entente encadrant ces contributions est déjà en vigueur dans la MRC de Mekinac et une entente équivalente demeure à conclure avec la MRC des Chenaux. Est-ce qu'ils vous ont parlé de cette entente à conclure? Pas du tout. Au niveau des redevances? Pas du tout. J'ai mentionné tantôt qu'il n'y avait eu aucune communication avec Test Canada sur aucun sujet depuis les dernières rencontres. Alors, il y a certainement une entente à conclure, mais je peux vous mentionner qu'il n'y a absolument rien qui a été regardé, communiqué, discuté, émis, hypothèse. Alors, ils ont comme instrumentalisé la MRC en disant ils vont conclure. Ils ont pris les devants, mais en fait, on peut. En tout cas, je peux vous mentionner qu'il n'y a eu aucune discussion, aucune modalité discutée.
par rapport à ce nouveau calcul-là. Est-ce que vous avez l'intention de revenir sur cette publication en disant qu'il vous considère, la MRC, comme étant partenaire c'est presque dit. Ça, c'est leur interprétation. C'est leur interprétation. Donc, vous ne pensez pas avoir à répondre à cette... On leur a déjà répondu, vous vous souvenez, pour je m'en rappelle très bien. Un autre sujet, puis on leur a demandé une rétractation claire, nette, précise. Ils n'ont jamais répondu, ils n'ont jamais envoyé une accusé de réception finalement de ce qu'on avait demandé. Et c'est enregistré, puis on n'a pas gagné de ça. Vous avez dit que ça va aborder avec une... Fait que, on a beau les écrire, je crois qu'ils ne nous lisent pas. Bon. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça conclut. Non, c'est complété. C'est complété au niveau de la période de questions. Monsieur, je viens de Montréal pour essayer de vous parler une fois par mois pour avoir le droit à 5 minutes d'une question. Et ça fait 3 ans qu'on vous court après, puis je suis obligé d'aller à Saint-Narcisse. Vous faites un règlement maintenant qui dit que j'ai même plus le droit d'aller parler. C'est 30 minutes, puis on a dépassé. Là. Fait que, voilà. Est-ce qu'il y a un proposable à la levée de l'Assemblée? Docteur Salaire, Mme France Fédard. Merci beaucoup. Acheminez vos questions par courriel si vous le désirez. C'est parti. Ben oui. Je ne sais pas s'il est dans le film. C'est pas gentil, monsieur. Non, mais vous pourriez nous exécuter. C'est vrai que tu fais.